Allez, on ose cette question maintenant sur Boursorama quand on voit les chiffres de croissance de la France qui n'ont pas été bons. On a eu le chiffre du deuxième trimestre pendant nos vacances, pendant l'été. Est-ce que le président Macron, avec sa politique fiscale, sa politique économique, a plombé la croissance française en ce début d'année? On en parle avec Éric Vérac. Bonjour. Bonjour. Président de Tripalio. Tiens, c'est votre première dans l'émission. Oui, on est heureux de vous recevoir vrai, et on espère vous avoir plus souvent. Ah ben, Bon, c'est dit. La croissance française, on ne va pas se mentir, hein, elle a sacrément ralenti. On oublie, mais on a eu en 2017 du 0,7% de croissance chaque trimestre pendant 4 ou 5 trimestres, je ne me souviens plus. Le freinage, là, il est indiscutable. Alors, évidemment, on n'est pas là pour charger la barque et dire que tout est de la faute du président Macron, parce que la croissance de la zone euro, on n'est pas seul au monde, elle aussi, elle a fléchi, mais pas dans les mêmes proportions. Nous, on croît 2 fois moins vite que le reste de la zone euro. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Donc la question est légitime, quelle est la part, qu'est-ce qui revient au président Macron dans sa politique fiscale, dans sa politique économique? Il y a eu ces hausses de CSG, hausses de taxes sur les carburants, sur le tabac, avec cette baisse différée des cotisations sociales salariales. Est-ce que tout ça, cette politique fiscale, a plombé, allez, on dit, la croissance française en ce début d'année? Oui, alors, moi, je serais plus mesuré sur cette analyse que j'entends régulièrement, à savoir que notamment la hausse de la CSG aurait plombé la consommation, qui aurait du coup plombé la croissance. Je suis un peu mitigé sur cette analyse. D'abord, il faut se souvenir de quoi on parle. En réalité, on parle d'un différentiel de 0,2 ou 0,3% par rapport à la prévision de 2% initiale. En tout cas, en l'état des chiffres qu'on connaît. On croit au rythme de l'Italie aujourd'hui. Oui. Qui est des mauvais élèves en matière de croissance de la zone euro, alors qu'avant on était dans les premiers. On est revenu dans les derniers, en ce début d'année, sur 2018. Moi, je pense qu'il y a un reproche à faire à Emmanuel Macron sur ce sujet, qui est que la méthode qu'il a utilisée, notamment dans le cadre du budget 2018, n'a pas été la bonne. Parce qu'il a eu une stratégie essentiellement attentiste ou de petits pas, contrairement d'ailleurs aux postures qu'il a pu avoir. On nous a dit « j'ai beaucoup réformé, j'ai pris des grandes mesures ». En réalité, il n'a pas du tout freiné l'augmentation des dépenses publiques. La France, cette année, est dans un nouveau record de dépenses publiques et notamment de dépenses de l'État. Mais ça freine quand même. Ça augmente toujours, mais ça augmente moins vite que ça n'aurait pu, mais ça augmente quand même plus vite que ça ne devrait. Et donc là-dessus, on est quand même sur un sujet de fond qui est que Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas pratiquer ce que j'appelle la théorie du choc, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu donner de défibrillateur à l'économie française en pratiquant un certain nombre de mesures radicales, drastiques et immédiates. Donc, ce qui fait qu'on a eu des augmentations d'impôts sans compensation par des baisses, puisque la taxe d'habitation, par exemple, n'est toujours pas supprimée, ne le sera que progressivement. Donc moi, là-dessus, sur le bilan, entre guillemets, de la première année Macron, qui est un peu frais, je me fie aux chiffres de l'INSEE. L'INSEE explique que c'est le déficit de la balance commerciale qui explique au moins 0,3 points de PIB en moins qu'on aurait dû faire. Autrement dit, la France ne serait pas dans cette situation d'explosion de son déficit. Il faut se souvenir que maintenant... Commercial. Nos échanges avec l'étranger. Déficit commercial. On importe plus qu'on exporte, mais ça, c'est pas nouveau. Oui, sauf que ça atteint des proportions cataclysmiques. On est à 7 milliards par mois de pertes en ligne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déficit de la balance commerciale mensuelle est proche de 7 milliards. L'INSEE nous dit c'est 0,3 points de PIB de croissance en moins. Ce que je crois, c'est... Ce qui fait qu'au lieu de faire 2, on fait 1,7. Ce qui fait qu'au lieu de faire 2, on fait 1,7. Et là-dessus... on peut reprocher à Macron de ne pas avoir travaillé sur la capacité exportatrice de l'économie française. On a quand même un atterrissage de la consommation qui n'a rien à voir avec le déficit commercial. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les importations augmentent et que donc il y a une consommation qui existe, mais qui se fait essentiellement au bénéfice de l'étranger et pas des produits français. Mais en volume, elle augmente moins vite, la consommation. La consommation augmente moins vite. Parce qu'il y a eu plus de taxes sur les carburants, sur le tabac, la hausse de la CSG, tout ça, nous bout à bout. Nous sommes d'accord. Les hausses de taxes, c'est tout de suite, c'est en début d'année. Nous sommes d'accord. Et il y a eu un choc fiscal à l'envers. C'est-à-dire, d'une certaine façon, Macron a refait du Hollande en augmentant les taxes sans le dire et en prétendant même faire le contraire. Simplement, notre sujet, c'est que si aujourd'hui nous augmentons la consommation du jour au lendemain, nous allons avoir une augmentation des importations. Donc une augmentation du déficit commercial qui ne nous aidera pas. Mais en 2017, on a eu 2,3% de croissance et il y avait aussi... Il y avait beaucoup d'importations aussi, et ça n'a pas empêché de faire 2,3% de croissance. Mais parce qu'entre-temps, on n'a pas assez travaillé sur
les différentiels de compétitivité par rapport aux pays étrangers. Ouais, et puis aussi le pétrole aussi, on oublie, mais on parle il y a le pétrole évidemment, l'euro qui, avant de rebaisser en fin d'année, était comme un niveau beaucoup plus élevé, mais donc, et ça n'a pas aidé. Aujourd'hui, la seule issue pour Macron, c'est de travailler sur le différentiel de compétitivité avec nos partenaires commerciaux, notamment... Ça ferait de longue haleine, ça. Oui, mais c'est un sujet qu'on vient de voir évoqué ce matin par Bruno Le Maire, qui explique qu'il entamait, en tout cas il envisageait de faire une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale de 4 points, et que finalement, au lieu de le faire au 1er janvier 2019, il le fait en septembre. En septembre. Et ça, c'est la caricature de la mesure idiote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est pour que ça pèse moins sur les finances publiques. Certes, mais notre problème, c'est qu'il n'y a pas... Et nous en arrivons au sujet qui plombe... La raison pour laquelle on peut dire que Macron plombe la croissance, c'est qu'il ne baisse pas les dépenses publiques. Et qu'aujourd'hui, on continue à avoir des différentiels de prélèvement sur la production qui sont colossaux par rapport à nos concurrents économiques. Bon. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, encore une fois, a priori, tout le monde, enfin, tous les experts s'accordent à dire dans les milieux autorisés que le pire est passé en termes de croissance, qu'on va retomber sur du 0,4% de croissance par trimestre parce qu'il y aura du beurre dans les épinards avec la baisse de partir de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, etc. etc. Mais est-ce qu'on ne risque pas, au 1er janvier prochain, de nouveau d'avoir un décrochage de la croissance à cause du prélèvement à la source? On sent que le gouvernement est très très prudent, pas mal de petites mesures ont été instaurées pour aider les petites entreprises. Est-ce que ça risque pas de faire bizarre à certains Français, ceux qui ne sont pas mensualisés, encore une fois, même si ça ne change rien en termes d'impôt sur le revenu, on paiera la même chose, d'avoir encore une fois de voir un salaire net qui va baisser fortement et donc de nouveau ça pourrait replomber la croissance. Alors, vous y croyez ou est-ce qu'on joue à se faire peur et on fantasme? Moi, ce qui est totalement fascinant, c'est qu'on n'a pas fait d'exercice à blanc. Le bon sens aurait été de faire un exercice à blanc pendant la première année, de faire dans les départements, il n'y a pas eu dans les départements des expérimentations. Certes, sauf que à l'échelle nationale, aucun Français n'a pu se dire l'an prochain combien je paierai ou combien j'aurai avec le prélèvement mensuel. Et donc les Français vont découvrir le 31 janvier 2019 l'effet réel de cette mesure, dont en réalité personne ne présume aujourd'hui la réalité, notamment toute la question des quotients familiaux, toute la question des aides aux gardes d'enfants qui vont être versées trimestriellement. Tout ça aujourd'hui, en réalité, la gestion des niches fiscales de l'impôt sur le revenu a été très mal anticipée par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer et il y a un facteur de risque, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se réveiller le 31 janvier au matin lorsque les fiches de paye seront arrivées et que les salaires auront été payés. On peut se retrouver devant une catastrophe industrielle. Voilà. Il ne faut pas le sous-estimer, ça. Je pense que moi qui suis employeur, je suis en effet totalement fasciné de voir qu'à ce stade, je n'ai aucune préfiguration de ce qui va se passer, y compris de la part de mon cabinet d'expertise comptable qui est très bien, ce n'est pas du tout le sujet, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'exercice n'est pas anticipé en grandeur nature. Apparemment, cet été, on a une mesure d'aide, d'accompagnement. L'URSSAF pourrait s'occuper du prélèvement, encore une fois, de l'impôt sur le revenu pour les boîtes de moins de 20 salariés. Vous êtes concerné? Oui, je suis concerné, je serai dedans. Et on est face à une situation pas content, non, délirante. Ben oui, mais enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi. On m'explique que l'impôt qui était prélevé par les services de l'État va maintenant pouvoir être prélevé par l'URSSAF. Je veux dire, tout ça est totalement délirant. Tout ça pour ça. Ça vous expliquer qu'on a fait un tour de passe-passe et qu'on ne supprime pas d'emplois dans la direction générale de la fonction publique, puisque en réalité, Édouard Philippe nous a expliqué dans les colonnes du JDD qu'il n'y aurait pas. Voilà, mais elles seront extrêmement minimes par rapport à ce qui pourrait se faire. La direction générale des finances publiques, c'est 50-60 000 agents. On est en train d'expliquer qu'en réalité, ce service a déporté sa charge de travail sur l'URSSAF et qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois à hauteur de cette déportation. Et donc là, on se dit quand même, mais est-ce qu'on est réellement face à une situation où les dépenses publiques sont gérées? Et je pense que c'est le principal sujet, la croissance en France. Ouais. Donc, on finit là-dessus. Donc, il est responsable, le président, pour partie, du freinage de la France par rapport au reste de la zone euro, qui a les mêmes conditions monétaires, le même pétrole, le même euro. Je pense qu'il a beaucoup joué sur les taux d'intérêt pour pouvoir continuer à s'endetter à bas prix. Il n'a pas profité de l'embellie pour pratiquer un certain nombre de réformes de structure, de réformes systémiques
qui permettrait d'assainir la situation et qui permettrait de rattraper le différentiel avec nos partenaires commerciaux. Et c'était une connerie, ou pas, on finit là-dessus, de réduire en 2 fois les cotisations sociales salariales. Il leur fallait tout faire. Après, on refait l'histoire aussi. Mais moi, je pense que c'est une erreur de supprimer les cotisations salariales. Ah oui, d'accord, carrément. Ce qu'il faut, c'est diminuer les cotisations patronales, parce que c'est elles qui posent problème. C'est pas aux salariés, au pouvoir d'achat des Français. Non, mais, sauf que les salariés, il faut leur faire comprendre que leur sécurité sociale, leur protection sociale, elle a un prix. Et que ça ne se joue pas à guichet ouvert. Notre problème, c'est que les cotisations patronales en Allemagne, c'est 20%, c'est 20 points, et en France, c'est 36 points. Et donc, tant qu'on aura un différentiel du simple au double sur le coût de la protection sociale, fois comme parce que c'est notre principal partenaire commercial. Moi, je ne suis absolument pas germanophile, et je ne m'en suis jamais caché. Simplement, à partir du moment où on est face à un premier partenaire commercial, et de loin, on fait 8 milliards d'échanges par mois avec l'Allemagne. Il ne faut pas qu'il y ait un trop gros différentiel sur les cotisations patronales. Si on veut vendre en Allemagne, on ne peut pas se suicider tous les jours. Quand est-ce qu'on verra, puisque j'imagine que vous avez soutenu cette mesure du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital à 30%, la suppression quasiment partielle ou quasiment totale de l'ISF, quand est-ce qu'on verra ça, l'impact sur l'économie? On ne le voit pas pour l'instant. On le voit dans la baisse des recettes de l'État cette année. Oui, d'accord. Je parle en termes de croissance, pas en termes de perte de recettes. Là aussi, il y a eu un vice qu'on n'a pas dit, c'est que le prélèvement forfaitaire unique a baissé, sauf pour les patrons, qui se payent en dividendes et qui, eux, s'ils n'ont pas de salaire et s'ils ne vivent qu'en dividendes, doivent rajouter 8 points de prélèvement au titre de la taxe dite PUMA, c'est-à-dire qu'en réalité, pour les petits patrons qui vivent de dividendes, il n'y a pas eu de baisse de prélèvement, contrairement à ce qui est dit par le gouvernement. Non, la taxe PUMA de 8%... C'est quoi ça, la taxe PUMA? C'est une taxe qui vise à financer l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, et qui porte sur 8%, des dividendes lorsque vous n'affichez pas un salaire équivalent à 10% de vos dividendes annuels. Voilà. Et donc, autrement dit, les patrons qui ont fait le choix de ne plus se payer en salaire et qui ne vivent que de dividendes ne sont pas taxés à 30%, mais à 38%. Et donc, retour quasiment à la case départ, retour à la case départ, avec le crédit d'impôt, la tranche marginale d'impôt sur le revenu, etc. Évidemment, voilà, et qui est totalement suicidaire. Allez, merci de passer nous voir. Éric Vérag, le président de Tripalio. On se reverra bientôt. Merci à vous. Au revoir.